C'était un lundi matin lumineux à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Le soleil se levait doucement au-dessus de la ville, projetant une lumière dorée sur les toits. Au palais présidentiel, la garde se tenait debout et alerte lorsque le président Ibrahim Traoré est sorti, vêtu simplement d'une chemise et d'un pantalon marron foncé soigné. Il avait l'air calme mais déterminé. Contrairement à d'autres journées remplies de longues réunions et de devoirs officiels, cette journée était différente. Le président Traoré avait un plan. Un plan qu'il n'avait partagé avec personne, sauf son chauffeur. Il voulait visiter la prison centrale sans prévenir. Pas de presse, pas de médias, pas de préparation, juste lui-même et son cœur. « Conduis-moi à la prison », dit-il à son chauffeur. « Je veux voir comment vivent les gens là-bas. Personne ne doit le savoir. » Le conducteur était choqué mais n'a pas posé de questions. Il hocha la tête et démarra le moteur. Le véhicule présidentiel noir a quitté le palais discrètement, escorté seulement par 2 voitures de police ordinaires. Environ 40 minutes plus tard, la voiture s'est arrêtée devant la plus grande prison de la ville, le centre correctionnel central de Ouagadougou. C'était un endroit poussiéreux entouré de hauts murs gris surmontés de barbelés. Les gardes à la porte étaient confus lorsqu'ils ont vu qui était dans la voiture. Le président du pays se tenait à leur porte comme un visiteur ordinaire. « Monsieur le Président », balbutia l'un d'eux en ouvrant rapidement le portail. « Nous n'avons pas été informés. »« Je sais », répondit fermement le président Traoré. « C'est pour ça que je suis venu. Conduisez-moi à l'intérieur. » Le directeur de la prison, un petit homme nommé M. Pascal, accourut à sa rencontre, transpirant à grosses gouttes. « Monsieur, si seulement nous avions su, nous nous serions préparés. »« Je ne suis pas là pour me préparer, » dit le président en passant devant lui. « Conduisez-moi aux prisonniers. Je veux leur parler. » Toujours perplexe, Pascal obéit. Il conduisit le président Traoré dans un couloir étroit, empli d'échos de pas et de bruits lointains de toux, de cris et de chagrin. L'odeur était forte. La poussière, la sueur et le désespoir flottaient dans l'air. Alors que la prison entrait dans le bloc principal, des centaines de détenus interrompirent leurs activités. Certains étaient assis par terre, jouant aux cartes. D'autres étaient allongés, l'air fatigué. Quelques-uns priaient en silence. Un à un, ils se levèrent, surpris, confus et stupéfaits. Le président les salua humblement, leur serrant la main et leur posant des questions. « Depuis combien de temps êtes-vous ici? De quel crime êtes-vous accusé? Avez-vous de la famille ?» La plupart des prisonniers répondirent avec crainte, se demandant s'il s'agissait d'une ruse ou d'un miracle. Mais le président écouta patiemment, son regard croisant celui de chaque homme avec bienveillance et respect. Après 1 heure de déplacement de cellule en cellule, quelque chose se produisit. Le président remarqua un homme assis tranquillement dans le coin d'une petite cellule sombre. L'homme ne parlait pas comme les autres. Il n'était même pas debout. Sa tête était baissée et son visage était fatigué. Il ressemblait à quelqu'un qui avait tout perdu. Le président Traoré s'est approché et s'est arrêté devant lui. « Quel est ton nom ?» il a demandé. L'homme leva lentement les yeux, ses yeux remplis de douleur et de tristesse. « Emmanuel, dit-il doucement. Depuis combien de temps es-tu ici, Emmanuel ? » 7 ans, monsieur. Quel était votre crime ? Emmanuel déglutit difficilement. Ils ont dit que j'avais volé de l'argent à mon patron, mais ce n'était pas le cas. J'ai travaillé pour lui pendant de nombreuses années. Il m'a accusé parce qu'il voulait se débarrasser de moi et embaucher son neveu. Je n'avais pas d'avocat. Personne ne me croyait. Je suis un homme pauvre. Le président regarda Emmanuel droit dans les yeux. Quelque chose avait changé chez lui. Il n'y avait ni haine, ni amertume, juste une douleur sourde. Celle qu'on ressent lorsqu'on est abandonné et injustement jugé. Pourquoi n'as-tu pas fait appel ? J'ai essayé, murmura Emmanuel. Mais je n'ai pas d'argent. Ma femme m'a quitté. Mes enfants m'ont été enlevés. Personne ne m'a rendu visite pendant toutes ces années. Un profond silence remplit la pièce. Les autres prisonniers écoutaient. Même les gardiens de prison étaient silencieux. Tout le monde a vu l'émotion du président. Le président Traoré est resté là un long moment, puis a finalement pris la parole. « Je vous crois, Emmanuel, dit-il. »« Monsieur le Président, j'ai dit que je le croyais, » répéta le président. « Et je découvrirai la vérité. » Se tournant vers les gardiens, il donna un ordre. « Apportez-moi son dossier avant la fin d'aujourd'hui. Je veux chaque détail. Qui l'a arrêté? Qui a jugé l'affaire? Et qui était l'accusateur? Tout. »« Oui, monsieur, » répondirent-ils rapidement. Puis il regarda à nouveau Emmanuel et dit, « Ton histoire n'est pas terminée. Je te donne ma parole. » Alors qu'il sortait du bloc pénitentiaire, tous les prisonniers restèrent silencieux. Quelque chose avait changé dans l'air. L'espoir, qui avait été enterré pendant si longtemps, commença à renaître. À l'extérieur de la prison, le président dit à son chauffeur. « Annulez mes réunions d'aujourd'hui. Je vais au ministère de la Justice. »« Oh,
mais monsieur, pas d'excuse. La vie d'un homme vous attend. Et sur ce, le véhicule noir repartit. Cette fois, il ne s'agissait pas seulement de porter un président, mais d'une mission de justice. Le président Ibrahim Traoré était assis en silence dans son bureau au ministère de la Justice. Le climatiseur bourdonnait doucement, mais il ne pouvait pas refroidir la chaleur ressentie dans sa poitrine. Le visage d'Emmanuel refusait de quitter son esprit. Ses yeux, fatigués mais honnêtes, le hantaient. Il avait rencontré des milliers de personnes et serré la main de dirigeants du monde entier. Mais il y avait quelque chose de différent chez cet homme. « Apportez-moi le juge en chef », dit-il fermement à son secours. « Je le veux ici maintenant. » L'aide hocha la tête et se précipita dehors. Quelques instants plus tard, le ministre de la Justice du arriva, ajustant nerveusement sa cravate. Il savait que ce n'était pas une réunion ordinaire. Le président avait l'air sérieux. Trop sérieux ? Monsieur le président, vous avez demandé à me voir de toute urgence, dit-il en essayant de paraître calme. Oui, répondit Traoré. J'ai visité la prison centrale de Ouagadougou ce matin. J'ai rencontré un homme nommé Emmanuel. Il est incarcéré depuis 7 ans pour un crime qu'il affirme ne pas avoir commis. Duf hésita. Monsieur, les tribunaux l'ont laissé tomber, dit-il d'un ton sec. Son dossier doit être rouvert. Je veux savoir qui l'a jugé, qui l'a arrêté et pourquoi il n'a bénéficié d'aucun soutien juridique. Il ne s'agit pas seulement d'Emmanuel. Il s'agit de savoir combien d'autres personnes comme lui souffrent peut-être en silence. Oui, monsieur, dit Duf en baissant les yeux. Je vais personnellement examiner son dossier. Pas seulement vous, dit Traoré. Formez une nouvelle équipe. Un regard indépendant, pas de politique, pas de jeu. Je veux la vérité et la justice. En quelques heures, un petit groupe de travail composé d'avocats honnêtes et de défenseurs des droits de l'homme a été formé. Ils ont commencé à fouiller le dossier d'Emmanuel. Leur découverte était choquante. L'affaire était gérée par un juge corrompu, révoqué des années auparavant pour corruption. L'employeur d'Emmanuel, un riche homme d'affaires du nom de Laurent Gira, avait usé de son influence pour accélérer le procès. Aucun avocat n'avait défendu Emmanuel, et la seule preuve contre lui était une déclaration mal rédigée. Un certain Emmanuel avait affirmé avoir été contraint de signer sous la menace. C'est terrible, a déclaré l'un des policiers. Cet homme a été encadré. Tout le procès était un coup monté. Ce soir-là, le président reçut le rapport complet. Il en lut attentivement chaque ligne. Arrivé à la fin, il referma lentement le dossier et murmura. Je savais qu'il disait la vérité. Le lendemain matin, il retourna à la prison, cette fois avec des caméras et des journalistes. La nation, sous le choc, vit le président Traoré entrer à nouveau dans la cellule d'Emmanuel, cette fois avec espoir. Emmanuel, dit-il chaleureusement. J'ai lu votre dossier. Vous avez non seulement été accusé à tort, mais vous avez été abandonné par un système qui aurait dû vous protéger. Je suis désolé. Emmanuel cligna des yeux, confus. Monsieur, vous rentrez chez vous, dit le président. Aujourd'hui ? Des exclamations de surprise résonnèrent dans la prison. Emmanuel regarda autour de lui comme s'il rêvait. Est-ce réel ? Demanda-t-il, les larmes aux yeux. Oui, c'est vrai, dit le président. Vous êtes un homme libre ? Une foule s'était rassemblée devant la prison lorsqu'Emmanuel sortit. Il paraissait plus maigre, plus âgé et incertain. Il ne tenait aucun sac. Il n'avait rien, sauf le soleil qui tombait sur son visage. Ce jour-là, il n'y avait pas le même soleil qui brillait lorsqu'il était entré en prison il y a 7 ans. Les journalistes se précipitèrent vers lui. « Comment vous sentez-vous, monsieur ? Que vas-tu faire maintenant ?» Emmanuel baissa les yeux sur ses mains, puis leva les yeux vers le ciel. « Je ne sais pas, dit-il doucement. Je n'ai ni famille, ni maison, ni travail. Mais j'ai de l'espoir. Ça me suffit pour l'instant. » Le président Traoré posa une main sur son épaule. « Tu n'es pas seul. » Il a emmené Emmanuel dans sa voiture officielle et l'a conduit à la maison d'hôte présidentielle. Pour la première fois depuis des années, Emmanuel s'est baigné avec de l'eau propre, a mangé de la vraie nourriture et a dormi sur un lit moelleux. Le lendemain, le président Traoré l'invita au palais. « Je veux tout entendre, dit-il. Votre enfance, votre travail, vos rêves. » Emmanuel lui a raconté comment il avait grandi dans un petit village, comment il avait travaillé dur comme commis, comment il s'était marié jeune et comment tout s'était effondré lorsqu'il a été arrêté. « Je voulais être professeur, a-t-il déclaré. Mais la vie avait d'autres plans. » Le président hocha la tête. « Eh bien, la vie a encore changé, et cette fois, c'est toi qui es aux commandes. » Emmanuel sourit faiblement, le premier vrai sourire depuis des années. Cet après-midi-là, le président Traoré convoqua une conférence de presse. Il se présenta devant les caméras et déclara. « Aujourd'hui, nous corrigeons une erreur. Mais il ne s'agit pas seulement d'un homme. Nous devons réparer un système défaillant.
Aucun citoyen ne devrait souffrir en silence. Je n'aurai de cesse que notre système judiciaire protège les innocents et punisse les coupables équitablement. Il se tourna vers Emmanuel, qui se tenait à côté de lui, vêtu de vêtements empruntés, les mains tremblantes. Rencontrez Emmanuel. Ce n'est pas un criminel. Il est un survivant et il fait désormais partie d'un nouveau groupe de travail pour nous aider à enquêter sur d'autres emprisonnements injustifiés à travers le pays. La foule éclata en applaudissements. Les yeux d'Emmanuel se remplirent à nouveau de larmes, mais cette fois, c'étaient des larmes d'espoir. Et comme ça, un homme oublié du monde devint un symbole de justice et de changement au Burkina Faso. La nouvelle se répandit à travers le Burkina Faso comme une traînée de poudre. Tous les journaux, stations de radio et chaînes de télévision publiaient le même titre. Le président Traoré libère un innocent après une visite surprise dans une prison. Mais pour le président Ibrahim Traoré, la libération d'Emmanuel n'était qu'un début. J'appelle à un audit national, déclara-t-il au ministre Diouf le lendemain matin. Je veux les dossiers de chaque prisonnier qui a purgé plus de 5 ans, en particulier ceux qui n'ont pas de soutien juridique. Oui, monsieur, dit Diouf, bien que clairement dépassé. C'est une tâche énorme. Alors nous devons commencer maintenant, répondit Traoré. Une personne innocente en prison est une personne de trop. Pendant ce temps, Emmanuel avait commencé à s'installer dans la maison d'hôte présidentielle, mais il ne se sentait pas comme un invité. Il se sentait comme un étranger dans un monde nouveau. Tout avait changé pendant qu'il était enfermé. Les routes étaient différentes. La technologie avait progressé. Les gens parlaient plus vite. La vie à l'extérieur était plus bruyante, plus rapide et plus confuse. Un soir, il était assis dans le jardin derrière la maison d'hôte et regardait le coucher du soleil. Un jeune assistant nommé Joseph s'approcha et lui offrit un petit carnet et un stylo. Le président a pensé que vous voudriez peut-être écrire votre histoire, dit Joseph. Emmanuel hocha lentement la tête, puis ouvrit le carnet. Sur la première page, il écrivit « 7 ans de silence ». Puis il fixa les mots pendant un long moment. Le lendemain, le président Traoré invita Emmanuel à une réunion spéciale au ministère de la Justice. Autour de la grande table étaient assis des avocats chevronnés, des agents pénitentiaires et quelques représentants de groupes de défense des droits de l'homme. Le président commença. Nous allons écouter ce qui n'a pas été entendu. Il se tourna vers Emmanuel. S'il vous plaît, parlez. Ils doivent entendre votre histoire. Emmanuel se leva lentement. Il regarda autour de la pièce et prit une profonde inspiration. J'avais 28 ans quand j'ai été arrêté. J'ai été accusé par l'homme que j'avais servi pendant 8 ans. Personne n'a demandé mon avis. J'ai été battu. J'ai été obligé de signer des aveux que je n'ai pas écrits. Au procès, j'étais seul. Le juge ne m'a pas posé de questions. Il a simplement lu les accusations et m'a déclaré coupable. J'ai été envoyé en prison pendant 15 ans. Il s'arrêta, la voix tremblante. En prison, j'ai tout perdu. Ma femme m'a envoyé les papiers du divorce. Mes enfants ont arrêté d'écrire. Mes amis ont disparu. J'ai essayé de rester fort, mais chaque jour me donnait l'impression de mourir lentement. La pièce était silencieuse. Même les fonctionnaires les plus puissants ne pouvaient pas le regarder dans les yeux. Je ne suis pas là pour blâmer, continua Emmanuel. Je suis ici pour demander combien de personnes supplémentaires sont comme moi. Qui parlera en leur nom? Le président Traoré applaudit et bientôt tout le monde s'est joint à lui, non pas parce qu'on le leur avait demandé, mais parce qu'ils étaient émus. À partir de ce moment, Emmanuel devint plus qu'un symbole. Il devint une voix. Le président l'a nommé à la tête d'un nouveau comité, le groupe de travail sur la révision de la justice. Leur mission consistait à parcourir le pays, à visiter les prisons, à écouter les détenus et à trouver d'autres personnes innocentes qui avaient été oubliées par le système. Leur premier arrêt fut la prison de Boba Dioulasso. Elle était plus petite que la prison centrale de Ouagadougou, mais tout aussi surpeuplée. Emmanuel, portant désormais une chemise blanche avec un badge sur lequel était écrit « Justice pour tous », franchit les portes avec confiance. À l'intérieur, il rencontra un homme nommé Isidore, qui était en prison depuis 12 ans. L'accusation était de vol à main armée, mais il n'y avait aucun témoin, aucune empreinte digitale et l'arme n'avait jamais été retrouvée. « Pourquoi es-tu toujours là ?» Emmanuel demanda doucement. Isidore leva les yeux en larmes. « Parce que je n'ai personne et que personne ne me croit. »« Je te crois, » dit Emmanuel, de la même manière que le président Traoré le lui avait dit un jour. « Et je t'aiderai. » De retour dans la capitale, le président Traoré travaillait plus dur que jamais. Il rencontra des juges, des responsables de la police et des experts juridiques. Il ordonna des programmes de formation pour aider la police à mieux comprendre les droits de l'homme. Il déclara aux juges que les affaires bâclées sans preuves suffisantes ne seraient plus acceptées. Ce n'était pas une faveur. Il leur dit « C'est un devoir ». Au cours des semaines suivantes, l'équipe d'Emmanuel trouva 27 autres prisonniers qui n'avaient aucune preuve claire contre eux.
Certains n'avaient aucun dossier. D'autres avaient déjà purgé leur peine mais n'avaient jamais été libérés en raison d'erreurs dans les documents. Le président Traoré prit des mesures concernant chaque rapport. Il signa des décharges, approuva les nouveaux procès et indemnisèrent les personnes injustement emprisonnées. Le pays regardait avec émerveillement. Jamais auparavant un dirigeant n'avait manifesté un tel intérêt personnel pour la vie des gens ordinaires, en particulier ceux qui sont derrière les barreaux. Mais tout le monde n'était pas content. S'il vous plaît, écoutez également notre cas. Le président Ibrahim Traoré se tenait devant une grande carte du Burkina Faso avec des punaises rouges marquant chaque prison du pays. Il avait ajouté plus d'épingles chaque semaine. Nous devons agir plus vite, a-t-il déclaré à Emmanuel et au groupe de travail. Les gens nous regardent maintenant. Nous ne devons pas les décevoir. Emmanuel hocha la tête. Nous pouvons former des équipes plus petites et nous étendre dans davantage de régions. Nous avons déjà des bénévoles formés. Traoré sourit. Bien. Brisons toutes les chaînes qui ont été mal nouées. La même semaine, le président a signé un décret créant l'opération Justice Lumière, une campagne nationale visant à réexaminer les dossiers des prisonniers de longue date. Dans le cadre de cette opération, chaque prison du pays sera visitée par des équipes juridiques, des médecins et des défenseurs des droits de l'homme. Le programme a été lancé à Tenodogo, une ville du centre-est du pays. L'ancienne prison avait mauvaise réputation. Les détenus étaient entassés comme des marchandises et beaucoup n'avaient pas vu de juge depuis des années. Lorsque l'équipe est arrivée, le directeur a tenté de retarder l'examen. Ces hommes sont des criminels, a-t-il insisté. Ils ne méritent pas la liberté. Emmanuel s'avança. Personne n'a dit que nous libérions des criminels. Nous vérifions simplement la vérité. Il a pointé du doigt un jeune homme dans le coin. Et lui? Le directeur hésita. Il est là depuis 10 ans. Je ne me souviens pas de son cas. C'est là le problème, dit Emmanuel. Vous avez gardé un homme dans une cage et vous avez oublié son nom. Le nom du jeune homme était Thomas. Il avait été arrêté lors d'une manifestation. Il n'avait que 17 ans à l'époque. Ses parents sont décédés pendant qu'il était en détention. Il n'avait pas d'avocat, pas de procès, aucun contact avec le monde extérieur. Le président Traoré a reçu le rapport le soir même. Libérez-le, dit-il sans hésitation. Et renvoyez le directeur. En 48 heures, Thomas était libre et le directeur était suspendu. L'opération s'est poursuivie et les résultats ont été choquants. Dans 6 prisons, plus de 200 détenus ont été déclarés innocents ou détenus sans procès. Nombreux sont ceux qui sont tombés dans les mailles du filet d'un système brisé, pauvre, oublié, sans voix. Certains ont été emprisonnés pour des crimes aussi mineurs que le vol de pain pendant une famine. D'autres ont été accusés à tort par des propriétaires corrompus ou des ennemis politiques. À chaque endroit, Emmanuel se tenait debout, représentant non seulement sa propre histoire, mais aussi celle des innombrables hommes innocents derrière les barreaux. Sa douleur passée était devenue sa puissance présente. Lors d'une réunion au palais, le président Traoré s'est assis avec un groupe d'hommes récemment libérés. « Dis-moi, dit-il, que ferais-tu si on te donnait une seconde chance ?» Un homme a répondu, « Je voudrais devenir enseignant. Je veux aider les enfants à comprendre leurs droits. » Un autre a dit, « Je veux être agriculteur. Je veux cultiver de la nourriture et nourrir les gens. » Emmanuel leur sourit et dit, « Alors, faites-le et faites-le bien. Que votre liberté soit plus forte que votre silence. » Le président Traoré a décidé d'aller encore plus loin. Il a créé le Freedom Restoration Fund, un programme financier visant à soutenir les anciens prisonniers innocents en leur fournissant une éducation, un logement et un emploi. Beaucoup d'entre eux n'ont plus de foyer où retourner, a-t-il déclaré à la nation dans un discours télévisé. Leurs vies ont été volées, et nous devons leur rendre ce que nous pouvons, non pas comme une faveur, mais comme une justice. Les gens ont applaudi. Pour la première fois depuis des décennies, le gouvernement ne parlait pas seulement de justice. Il la livrait. Bientôt, des documentaires ont été réalisés sur la campagne. Des journalistes venus de l'extérieur de l'Afrique ont pris l'avion pour assister aux réformes pénitentiaires. Les groupes internationaux de défense des droits de l'homme ont salué les mesures audacieuses prises par le Burkina Faso. Mais avec ces éloges croissants est venue la résistance de quelques voix puissantes. Derrière les portes closes, certains hauts responsables ont protesté. Cette campagne fait passer le ministère de la Justice pour un échec, a déclaré un juge de haut rang. Les gens pensent maintenant que tous ceux qui sont en prison sont innocents. Un autre a ajouté, cela encouragera davantage de criminels à mentir. Le président Traoré a entendu les plaintes, mais il n'a pas reculé. Dans un discours public, il a déclaré, soyons clairs. La justice ne consiste pas à protéger notre fierté. Il s'agit de réparer nos torts. Si le système est défaillant, nous devons le réparer, aussi inconfortable soit-il. Cette déclaration audacieuse a fait taire de nombreux critiques. Un soir, le président Traoré a de nouveau visité la prison centrale d', cette fois Ouagadougou sans médias.
Il voulait parler personnellement avec les hommes. Alors qu'il traversait le même couloir où il avait rencontré Emmanuel, il remarqua quelque chose de différent. Espoir. Les prisonniers l'ont accueilli avec respect, mais aussi avec confiance. Il ne ressemblait plus à des gens qui avaient abandonné. Un jeune homme nommé Salut s'est approché de lui. « Monsieur le Président, je voudrais simplement vous dire merci. Je suis toujours en prison, mais maintenant je crois que quelqu'un m'écoute. » Le président Traoré lui a serré la main et a répondu « Tout le monde mérite d'avoir sa voix, et tant que je serai président, personne ne sera laissé dans l'ignorance. » Il se tourna vers les gardes et dit « Traitez-les comme des êtres humains. La discipline est une bonne chose, mais la cruauté est un échec. » De retour au palais, Emmanuel reçut un message d'un homme nommé Austin, un ancien procureur qui avait jugé plus de 300 affaires. « Je veux avouer, disait la lettre. J'ai été obligé de condamner des gens dont je n'étais pas sûr qu'ils étaient coupables. Je veux t'aider maintenant. » Emmanuel a apporté la lettre au président Traoré. Le président l'a lue et a souri faiblement. « Alors laissez-le venir. Il est temps que justice soit rendue des deux côtés, celui qui souffre et celui qui guérit. » Alors que l'opération Justice Lumière entrait dans son 3e mois, les chaînes n'étaient pas seulement brisées dans les cellules de prison. Elles étaient brisées dans leur cœur, leurs esprits et leurs lois. Alors que le président Traoré se tenait une fois de plus devant l'Assemblée nationale, il a déclaré avec audace « Nous ne libérons pas les criminels. Nous libérons la vérité. Qu'aucun homme ne dorme paisiblement lorsqu'un autre souffre injustement. Le Burkina Faso doit se lever. Et cela commence par la justice. » La ville de Ouagadougou bourdonnait de conversations. Des marchés bruyants aux mosquées silencieuses, des salles de classe aux stations de radio, les gens parlaient tous d'une seule et même chose. La mission justice du président Ibrahim Traoré. Ses réformes audacieuses et ses révisions des prisons ont inspiré l'espoir dans tout le pays. Les familles qui avaient abandonné leurs proches avaient désormais une raison de croire à nouveau. Mais à mesure que l'opération Justice Lumière a révélé davantage d'emprisonnements injustifiés, elle a également commencé à ébranler des racines profondes. Certains des noms impliqués dans des condamnations passées étaient puissants. Juges, politiciens, magnats des affaires. Parmi eux se trouvait un nom qu'Emmanuel n'oublierait jamais. Laurent Guerre, l'homme qui l'avait faussement accusé il y a 7 ans. Emmanuel était assis dans son nouveau bureau au sein du groupe de travail de révision de la justice, parcourant une liste de dossiers de prison en attente lorsqu'il revit le nom. Guerre Enterprises a porté plainte contre 5 anciens travailleurs. Il se figea. « C'est lui », murmura Emmanuel. Son assistant leva les yeux. « Qui ? » ?»« L'homme qui a détruit ma vie. » Le président Traoré était en réunion quand Emmanuel a fait irruption en tenant fermement le dossier. « Je suis désolé d'être venu comme ça, monsieur, » dit-il en respirant lourdement. « Mais j'ai besoin que tu vois ça. » Le président a pris le dossier et l'a scanné. « Luranga. »« Oui monsieur. Il le fait toujours. Piéger des innocents. » Traoré fronça les sourcils. « Pourquoi n'a-t-il pas encore fait l'objet d'une enquête ? » « Il a des relations, » dit Emmanuel avec amertume. « C'est ainsi qu'il a échappé à la punition lorsqu'il m'a accusé. Il a soudoyé le juge, payé la police, et maintenant il recommence. » Le président se leva lentement. « Ensuite, nous l'arrêtons. » Le même jour, le président Traoré a demandé la création d'une commission spéciale pour enquêter sur Guerre Enterprises. Des avocats indépendants, des policiers et des journalistes ont été chargés de cette tâche. En une semaine, ils ont découvert des preuves choquantes, des documents falsifiés, de faux rapports de témoins et plusieurs plaintes d'anciens employés qui avaient été injustement emprisonnés et réduits au silence. Un ancien agent de sécurité, Pascal, a passé 4 ans en prison après avoir été accusé d'un vol qu'il n'avait pas commis. « Ils m'ont dit de signer des aveux sinon ils tueraient ma femme », a déclaré Pascal lors de l'enquête. « J'avais peur, alors j'ai signé. » Une autre travailleuse, Awa, a été emprisonnée pendant 3 ans simplement pour avoir dénoncé les pratiques de travail illégales de l'entreprise. Lorsque le président Traoré a lu le rapport final, il a secoué la tête avec incrédulité. Cet homme a bâti son empire sur la souffrance des autres. Il a convoqué une conférence de presse et annoncé « Nous poursuivons désormais ceux qui utilisent le système judiciaire à des fins personnelles. L'époque de la corruption et des fausses accusations est révolue. » Laurent Guerre a été arrêté le lendemain matin. La nouvelle de son arrestation a choqué le pays. Il avait été autrefois salué comme un homme d'affaires prospère, un pilier de l'économie. Il se retrouve maintenant menotté, accusé de détruire des vies pour le profit. Emmanuel observait tout cela tranquillement depuis le côté. Il n'a pas applaudi. Il n'a pas pleuré. Il ressentait simplement une étrange paix à l'intérieur. Une douleur enfin disparue. « Justice », murmura-t-il. « Enfin !» Au cours du procès, Guerre a d'abord refusé de parler. Mais à mesure que des témoins se sont présentés et que des documents ont été présentés au tribunal, la vérité est devenue indéniable.
Le juge, le même qui avait condamné Emmanuel, a également été convoqué pour interrogatoire. Sous la pression et sous l'examen public, le juge a avoué. Oui, a-t-il admis. J'ai pris de l'argent. On m'a promis une promotion. J'ai échoué à la loi. J'ai laissé tomber le peuple. Ce jour-là, la salle d'audience était pleine à craquer. Emmanuel était assis au premier rang à côté du président Traoré. La nation entière regardait. Le juge s'est tourné vers Emmanuel. J'ai ruiné ta vie, dit-il. Je ne te demande pas pardon. Je te demande seulement de ne plus jamais laisser une telle chose arriver à qui que ce soit. Emmanuel se leva lentement. Sa voix était ferme. Tu m'as pris 7 ans, mais tu m'as appris quelque chose. La justice doit être défendue, non par les puissants, mais par les braves. La salle d'audience a éclaté en applaudissements. La décision finale est tombée 2 jours plus tard. Laurent Gira a été condamné à 18 ans de prison. Le juge qui a condamné Emmanuel a été démis de ses fonctions et privé de ses honneurs. Des victimes comme Pascal et Awa ont été indemnisées. Et Emmanuel, lui, a finalement été déclaré homme d'honneur par l'Assemblée nationale. Le président Traoré a prononcé un discours devant l'Assemblée après le procès. C'est une nouvelle aube, a-t-il déclaré. Faites savoir aux puissants que vos titres ne vous protégeront pas de la justice. Et faites savoir aux pauvres que vous n'êtes pas invisibles. Nous vous voyons, nous vous entendons et nous nous battrons pour vous. Dans tout le Burkina Faso, le peuple s'est réjoui. Pour la première fois depuis des générations, la justice n'était pas qu'un mot. C'était une action, un mouvement. Emmanuel, désormais connu comme la voix des sans-voix, a été invité à prendre la parole dans des universités, des conférences et des écoles. Il a parcouru le pays pour sensibiliser les jeunes à leurs droits, à la loi et au pouvoir de défendre la vérité. Mais il est resté humble. Je ne suis pas un héros, disait-il souvent. Je ne suis qu'un héros parmi tant d'autres. Mon histoire aurait pu être oubliée. Mais quelqu'un a écouté, et cela a tout changé. Un après-midi, après une longue journée de travail, Emmanuel visita la prison où tout avait commencé. Il parcourut les vieux couloirs et rencontra des détenus purgeant encore leur peine. Ne perdez pas espoir, leur dit-il. Votre voix compte. Continuez à parler. Quelqu'un vous entendra. Ce soir-là, le président Traoré appela Emmanuel. Il y a encore du travail à faire, dit-il. Le système judiciaire est comme un jardin. Si nous cessons de l'entretenir, les mauvaises herbes repousseront. Emmanuel acquiesça au téléphone. Alors, nous devons continuer à semer la vérité. Et ainsi, la mission se poursuivit, non seulement pour libérer les accusés à tort, mais pour reconstruire une nation où la justice habiterait chaque foyer, chaque village et chaque cœur. 1 an s'était écoulé depuis que le président Ibrahim Traoré avait pénétré dans cette prison poussiéreuse et rencontré Emmanuel, l'homme au regard triste et à l'esprit paisible. Le Burkina Faso n'était plus le même. Le système judiciaire avait été ébranlé, purifié et renaissait. Mais la plus grande transformation ne résidait peut-être pas dans les lois ou les prisons, mais dans le cœur d'un homme autrefois oublié par le monde. Emmanuel n'était plus seulement un nom dans un journal de bord poussiéreux d'une prison. Il était devenu une voix nationale, un enseignant et un partenaire de gouvernance. Le président Traoré a vu en lui quelque chose de rare, l'humilité mêlée de force. La douleur s'est transformée en pouvoir. Un matin, lors d'un petit déjeuner privé au palais, le président s'est penché en avant et a dit « J'ai une dernière proposition à vous faire, Emmanuel. Je souhaite que vous deveniez conseiller spécial pour la justice nationale et les droits de l'homme. Vous travaillerez directement avec moi, non seulement pour les prisonniers, mais pour tous les citoyens sans voix de ce pays. » Emmanuel était stupéfait. « Monsieur le Président, je n'ai pas l'éducation nécessaire pour un tel rôle. » Traoré sourit. « Tu as quelque chose de mieux, l'expérience, la vérité et un cœur pour les gens. C'est ce dont un véritable leadership a besoin. » Emmanuel a accepté le rôle avec les larmes aux yeux. En quelques semaines, il a emménagé dans un nouveau bureau à côté des présidents et a commencé à élaborer un programme national qui informerait les citoyens des villages et des villes sur leurs droits légaux. Il a également créé une ligne d'assistance où les familles pouvaient signaler les injustices sans crainte. Son idée était simple, la justice doit commencer avant la prison, pas après. Il voyageait dans les communautés rurales, souvent à pied ou à moto, écoutant des histoires sous les manguiers et dans des salles de classe poussiéreuses. Il a rencontré des grands-mères qui attendaient encore le retour de leur fils, des femmes qui ne savaient jamais où leur mari avait été emmené et des orphelins qui avaient été punis pour des crimes qu'ils n'avaient pas commis. « Laissez-moi être votre voix, disait Emmanuel. Dites-moi tout. » En échange, il leur a donné quelque chose d'encore plus puissant, l'espoir. Pendant ce temps, le président Traoré recevait des éloges internationaux pour sa réforme sans précédent. Des dirigeants de toute l'Afrique se sont rendus au Burkina Faso pour en apprendre davantage sur son modèle d'audit des prisons. Les organisations de défense des droits de l'homme ont salué le courage dont il a fait preuve pour dénoncer la corruption interne.
Mais le président est resté humble. Je ne l'ai pas fait seul, a-t-il déclaré dans une interview. J'ai été guidé par un homme que le monde ignorait autrefois. Maintenant, il dirige avec moi. À l'occasion du premier anniversaire de l'opération Justice Lumière, un événement national a été organisé dans le stade de la capitale. Le président et Emmanuel se tenaient devant des milliers de personnes. Autour d'eux se trouvaient des centaines d'anciens prisonniers qui avaient été libérés et soutenus dans leur réinsertion sociale. Chacun portait une écharpe blanche avec les mots « Justice rétablie ». Un par un, ils se sont avancés pour partager comment leur vie avait changé. Certains avaient ouvert des fermes. D'autres sont devenus mécaniciens, enseignants et dirigeants communautaires. Ils n'étaient plus marqués par leur séjour en prison, mais par ce qu'ils étaient devenus après. Emmanuel a prononcé le discours de clôture. Il resta silencieux un moment, regardant la mer de visage. Puis il parla, « J'ai pensé un jour que ma vie était finie. J'ai pensé autrefois que le silence était mon seul compagnon. Mais aujourd'hui, je me tiens ici non pas en tant que victime, mais en tant que partenaire dans la reconstruction de la justice. Je pardonne à ceux qui m'ont blessé. Je remercie celui qui a écouté. Et je mets chacun d'entre vous au défi, écoutez ce qui n'est pas entendu. Défendez l'invisible. Parlez au nom des sans-voix. Parce que la justice n'est pas un luxe. C'est un droit. Et ensemble, nous devons le protéger. » Le stade a explosé de joie. Les larmes coulaient librement. Cette nuit-là, les habitants de tout le Burkina Faso ont allumé des bougies dans leurs maisons, célébrant la journée de la justice pour la première fois dans l'histoire du pays. De retour au palais, le président Traoré et Emmanuel étaient assis dans un silence de réflexion. « Vous avez bien fait », a déclaré le président. « Non », répondit Emmanuel en souriant. « Nous avons bien fait. » Et dans ce silence, deux hommes, autrefois séparés par la position et la douleur, se sont assis comme des égaux, non pas comme président et prisonnier, mais comme frères de but, liés par la vérité. Le lendemain matin, Emmanuel est retourné dans son ancienne cellule de la prison centrale de Ouagadougou, non pas en tant que prisonnier, mais en tant qu'invité d'honneur. La cellule était restée vide et intacte depuis sa libération. Il y avait désormais une plaque sur laquelle on pouvait lire, « Cette cellule abritait autrefois un homme que le monde a oublié, mais elle contenait aussi l'étincelle qui a libéré la justice. » Et sur ce, Emmanuel ferma doucement la porte de la cellule derrière lui, entra dans la lumière du soleil et entra dans un avenir qu'il n'aurait jamais pensé voir. Les chaînes ont été brisées. La vérité avait éclaté. Et le Burkina Faso ne serait plus jamais le même. Chers téléspectateurs, si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement, d'aimer, de partager avec vos amis et d'activer la cloche de notification de publication afin d'être le premier informé chaque fois que nous mettons en ligne une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé.